Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la suite de la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, on avait parlé des niveaux de valorisation élevés des marchés mondiaux et notamment du marché américain et je vous avais promis d'explorer des pays secteurs qui sont moins chers, qui sont moins valorisés. Alors une petite remarque quand même, que ce soit la vidéo précédente ou cette vidéo-ci, je parle de valorisation, mais en ne regardant plutôt qu'un seul critère, qui est le PER actuel, c'est-à-dire le ratio cours sur bénéfice actuel comparé au ratio PER historique. Et ça, c'est seulement un angle d'approche que j'ai décidé de prendre sur ces vidéos, notamment parce qu'il y avait de très bons chiffres publiés par JP Morgan fin décembre. Mais voilà, à nouveau, c'est qu'un angle et il y a plusieurs autres moyens, on va dire, de valoriser des marchés. Alors, soyons clairs, hein, quand on a parlé dans la vidéo précédente des marchés mondiaux, des marchés américains, en fait, on parle de marchés qui sont surtout influencés par une poignée d'entreprises et notamment les géants de la technologie. Alors c'est vrai que je reste personnellement confiant sur la plupart de ces géants technologiques qui sont vraiment des valeurs de grosse qualité, mais on l'a vu récemment, elles sont quand même très sensibles à une hausse des taux qui reste le souci principal des investisseurs pour l'année 2022. Alors est-ce qu'il reste des zones moins valorisées? La réponse est oui, et en fait plus qu'on ne l'imagine. Déjà, on ne va pas aller chercher bien loin puisqu'on va continuer à regarder l'indice S&P 500, donc les grosses capitalisations américaines. On a vu la dernière fois qu'avec son PER de 21, il paraît surévalué. Mais depuis la crise Covid, on a une dispersion des PER qui a été rarement vue, c'est-à-dire qu'on a des PER qui ont vraiment un spectre très très large. Et on voit ici à l'écran le PER médian, donc qui est à 20 contre une moyenne de 16. Ça veut dire qu'il y a la moitié des titres qui ont un PER supérieur à 20 et l'autre moitié inférieure à 20. Bon, jusqu'ici, pas de grosse surprise. Mais ce qui est intéressant, ce sont les percentiles 20 et 80. Donc je vous rappelle rapidement ce que c'est. Le percentile 20, ça veut dire c'est le niveau sous lequel vous allez trouver les 20% d'entreprises avec les PER les plus faibles, et le percentile 80, c'est celui au-delà duquel vous allez trouver tous les PER les plus élevés, les 20% de PER les plus élevés. Et donc si on regarde ce 20e percentile, on s'aperçoit qu'il est autour de 12 et donc assez peu éloigné de sa moyenne historique. Donc les valeurs peu chères traitent à peu près à leur niveau de valorisation standard. Et à l'inverse, le 80e percentile, donc les entreprises les mieux valorisées, ont vu leur valorisation s'envoler autour de 33-34 contre 25 avant Covid. Et c'est assez énorme, hein, c'est une hausse de 35%. Donc premier constat, la survalorisation américaine est vraiment liée aux valeurs de croissance. Alors là, en termes de définition, hein, qu'on soit clair, ce que je vais appeler valeur de croissance, c'est PER élevé. Hein. Je ne me pose pas plus de questions à ce niveau-là. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est que ce sont les valeurs les plus chères en fait, qui sont trop chères. Les valeurs décotées, les valeurs value, elles restent à des niveaux moyens. Et un autre moyen de le constater, c'est en regardant le rapport entre les PER de valeurs de croissance et le PER des valeurs value. La moyenne à long terme est de 0,72 et nous sommes maintenant à 0,52 qui est un niveau vraiment jamais vu depuis la bulle Internet d'il y a 20 ans. Donc c'est ce qui laisse penser que les valeurs value, elles restent à des niveaux très intéressants et elles ont un autre avantage, c'est qu'elles sont moins sensibles à une hausse des taux, voire même certaines peuvent en profiter comme les valeurs bancaires. Et dans ces valeurs value, faites attention, il faut quand même faire le tri, car on a certaines valeurs ou secteurs qui sont complètement disruptés, comme on dit maintenant, donc qui sont en train de voir le marché complètement se transformer et qui sont en train de rater le virage, et puis il y en a certaines qui sont complètement à contre-tendance. Alors, avant de partir des États-Unis, on va regarder un autre paramètre qui est la taille des entreprises. Je vous montre un nouveau graphique de JP Morgan, enfin un tableau plutôt. On voit une matrice qui mixe la taille des entreprises avec leur style. Donc on va avoir des petites, des moyennes et des grandes entreprises, grande capitalisation boursière plutôt, et puis des titres qui vont être value, qui vont être croissance ou bien intermédiaire, ce qu'on appelle blend. Et si on compare les valorisations de chacune de ces 9 catégories avec leur moyenne à long terme, on constate plusieurs choses. Déjà, comme je l'ai dit, que les actions de croissance grande et moyenne capitalisation paraissent largement surévaluées puisqu'elles sont 65% au-dessus de leur moyenne. Les grosses capitalisations
blend, donc intermédiaires, sont aussi bien au-dessus de leur moyenne à 35%. Et les autres catégories paraissent légèrement surévaluées, mais voilà, dans quelque chose qui reste acceptable. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une catégorie miracle qui est en dessous de sa moyenne historique, et ce sont les petites capitalisations boursières de style value, donc les valeurs décotées. Si on regarde les différences entre les titres growth et les titres value au niveau mondial, on reste vraiment sur cette distinction croissance-valeur décotée, on va constater en fait la même chose, c'est que les valeurs décotées, donc courbe verte à l'écran, ne paraissent pas surévaluées historiquement, on reste dans un range qui est acceptable, alors que les multiples des valeurs de croissance ont eux explosé. Alors, on me pose parfois la question, où est-ce qu'on peut trouver cette notion de growth et de value sur Zone Bourse? Alors, ce n'est pas une notion qui est spécifiquement écrite, surtout que régulièrement, je mentionne aussi des styles GARP, des styles Quality, etc. Mais là, dans la vidéo d'aujourd'hui, donc je parle spécialement de valeur de croissance et de valeur value. En fait, il suffit pour être vraiment, d'une manière grossière, de regarder le PER. Plus un PER sera bas, plus la valeur sera considérée value, on va dire concrètement en dessous de 15, et plus le PER sera élevé, plus la valeur sera considérée croissance. Alors tout ça c'est subjectif, mais disons avec un PER au-dessus de 25. Alors bien sûr, vous voulez aller chercher directement dans des secteurs. Alors est-ce qu'on peut lier directement cette notion de value ou de growth avec un secteur? En fait, la réponse, elle est oui et non. Je vous montre ce tableau maintenant basé sur des données MSCI où on voit secteur par secteur la part du MSCI Growth ou Value. Et c'est vrai que pour certains secteurs, c'est assez facile. Par exemple, la quasi-totalité du secteur tech est constituée de valeurs de croissance, c'est assez logique, mais attention, on va trouver des titres comme Intel qui vont être classés comme value. C'est vrai aussi dans le secteur consumer discretionary, c'est-à-dire les biens non essentiels. Vous allez avoir un certain mix aussi. Vous allez avoir des valeurs du luxe qui vont être considérées bien sûr comme des valeurs de croissance avec des PER très élevés, ou bien des Amazon, ou bien des Tesla. Et puis vous allez avoir les valeurs automobiles classiques qui vont être considérées comme value. Et on a des PER qui sont vraiment très très éloignés entre les valeurs du luxe et les valeurs automobiles. Et même au sein de l'automobile, comme je le disais, vous allez avoir des valeurs comme Tesla et puis des valeurs comme Volkswagen qui vont avoir des PER qui vont être complètement à l'opposé. Alors bien sûr, vous allez trouver certains secteurs qui eux sont clairement value comme l'énergie ou les valeurs financières, mais vous allez toujours trouver des exceptions puisque dans l'énergie, tout ce qui va tourner autour du pétrole, du gaz, etc., enfin tout ce qui est énergie fossile va être value, parce qu'en gros plus personne ne veut y toucher, et vous allez trouver des entreprises d'énergie renouvelable qui, elles, vont être valorisées à des PER très élevés, donc classées comme des entreprises de croissance. Si on s'éloigne un petit peu maintenant de cet aspect value growth et qu'on regarde un peu du point de vue géographique, on sait que l'Europe a moins bien performé que les États-Unis depuis plusieurs années. Bon, il n'y a pas que l'Europe, il y a un peu tout qui a moins performé que les États-Unis. Alors c'est vrai que c'est en partie dû aux résultats qui étaient un peu moins bons, mais pas seulement, parce que l'Europe est à un niveau de PER qui est historiquement faible par rapport aux États-Unis. On est sur des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis 2005. Et si maintenant on met un petit peu de côté les États-Unis et on regarde uniquement où se situe la valorisation de l'Europe par rapport à sa moyenne historique, on a un PER actuel, alors un forward PE pour les puristes, c'est-à-dire qu'on regarde les bénéfices futurs estimés. Donc on a un PER de 15,7 contre une moyenne à 14,4. Et on le voit, ce n'est pas du tout aberrant par rapport au marché américain qui va avoir un PER de 21 contre une moyenne à 17. Alors, il y a des secteurs, bien sûr, qui vont être au-dessus de leur moyenne historique, et donc qui vont être considérés comme chers, comme l'informatique, les valeurs industrielles, la consommation de base, mais on a aussi des secteurs historiquement peu chers, avec l'énergie, évidemment, les financières, ce qu'ils appellent Communication Services, donc qui va regrouper les médias et les télécoms, etc. Alors vous voyez, on retrouve cette notion en fait que par rapport à leur historique, les valeurs de croissance paraissent survalorisées par rapport aux valeurs des côtés. Alors quand on regarde les États-Unis et l'Europe de manière séparée, on voit qu'il y a quand même une différence et c'est au niveau de la taille des entreprises. Parce que vous vous souvenez, j'en ai parlé au début de la vidéo, on avait tendance à avoir les grosses capitalisations qui étaient valorisées bien au-delà de leur moyenne historique aux États-Unis et les petites valeurs, notamment value, qui étaient moins chères. Et en Europe, c'est assez surprenant, mais c'est l'inverse. On le voit sur le graphique de droite, que les small et mid cap en vert, avec un PER autour de 18 aujourd'hui, sont bien au-delà de leur moyenne historique, alors que les plus grosses entreprises en gris sont plutôt proches de leur moyenne.
Et pour finir, on jette un coup d'œil rapide au marché émergent, et là, une fois de plus, nous sommes sur un ratio cours sur bénéfice qui est finalement assez proche de la moyenne historique. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? C'est qu'en regardant des indices comme le MSCI Monde, comme le Nasdaq ou comme le S&P 500, donc ça c'était la vidéo précédente, on a l'impression d'être sur des valorisations extrêmes comparées à leur valorisation passée. Mais effectivement, c'est dû en grande partie à la concentration de ces indices sur les méga caps de croissance et notamment la présence de valeurs très très chères comme Tesla. Mais dès qu'on sort de ces catégories, donc en gros, dès qu'on va regarder les valeurs value, dès qu'on va regarder les valeurs européennes, notamment les grosses capitalisations, dès qu'on regarde les marchés émergents, tous ces marchés paraissent plutôt intéressants et on est très loin en fait d'être survalorisés. Alors c'est sûr que si on regarde les performances passées, le S&P 500 ou pire, le Nasdaq était imbattable, mais vu les niveaux de valorisation, ces marchés-là vont statistiquement moins performer. C'est en tout cas ce que prévoit JP Morgan, qui prévoit pour les 10-15 prochaines années un rendement annualisé d'un peu plus de 5% pour les grosses entreprises de la zone euro, pour l'Asie, pour les marchés émergents, et un rendement annualisé de moins de 3%, donc la moitié, on va dire, pour les grosses capitalisations américaines. Alors, de mon côté, je n'abandonne pas les États-Unis, mais je vais continuer à éviter les PER trop élevés. Je reprends l'exemple de Tesla, qui est pour moi assez emblématique, mais ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Et puis, je vais sûrement augmenter légèrement mon exposition sur l'Europe et puis sur les titres value pour mieux encaisser une probable remontée des taux. Alors, bien sûr, tout ça, c'est pas un conseil, hein. C'est la manière dont je vois les choses et ce que je vais appliquer à mon cas personnel, mais bien sûr, tous les cas sont différents. Donc on l'a vu, hein, il y a finalement plein de poches de marché qui ne sont pas si valorisées que ça, qui sont soit au niveau de leur moyenne historique, voire même en dessous. Ça m'intéresse beaucoup de savoir, vous, si vous avez identifié des secteurs qui sont intéressants et qui sont considérés comme sous-valorisés, ou plutôt que vous considérez vous-même comme sous-valorisés. N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. En tout cas, merci comme toujours de votre fidélité et à bientôt pour une autre vidéo.